L'application se lance, on n'a pas le succès qu'on voulait au lancement et on se rend compte que ça va être beaucoup plus difficile de faire marcher le projet que ce qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, on ouvre Instagram, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur, que tout le monde est millionnaire à 20 ans, mais l'entrepreneuriat c'est dur et surtout ça prend du temps. Après l'Ironman, j'ai plus le goût du dépassement de soi, du plaisir, de ce qui m'anime au quotidien. Et quand tu fais une compétition aussi grosse, tu te retrouves perdu. Quand tu te lèves le matin, tu te dis attends, pendant 6 mois je me levais avec ça en tête, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Surtout sur un premier projet. On part du coup à l'étranger pour lancer cette formation-là et on fait 6 fois plus de chiffre d'affaires en 6 mois qu'on a fait en 2 ans avec les vidéos et on aide des gens à gagner leur vie grâce à leurs compétences. Il est marrant, lui, j'ai quitté mon taf pour aller chercher quelque chose que j'ai bien aimé un week-end. Qu'est-ce que tu leur dirais à cette personne-là? La première question à se poser, c'est quel est le plus gros sacrifice que je fais? Même s'il faut pas se payer, même s'il faut serrer les dents, même s'il faut pas se payer des restos et des cinémas pour investir dans mon activité, j'y crois donc je vais le faire. C'est souvent quand il n'y a pas d'attente qu'on est le plus heureux. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zone Rouge. Aujourd'hui, on va parler d'une zone rouge lente, sourde, invisible. Donc, je suis en compagnie de Hugo. Hugo qui est un ami, un frère, une personne avec qui je travaille, qui était là pendant mon accident que j'ai eu il y a 5 mois aujourd'hui et que vous avez pu voir durant le premier épisode. Si vous avez l'impression de ne plus être aligné avec ce que vous faites, que vous avez l'impression de plus avancer, de plus savoir pourquoi vous faites les choses, restez sur cet épisode. On va vous expliquer vraiment ce qu'est une descente qui n'est pas un accident, justement. Chacun a sa zone rouge, qu'elle soit plus ou moins forte, qu'elle soit plus ou moins visible, qu'elle soit plus ou moins grosse, qu'elle fasse plus ou moins mal. Et aujourd'hui, on va parler d'Hugo, qui a eu une zone rouge totalement différente de la mienne. Salut Hugo, merci d'être sur le plateau avec nous. Salut Mathis, trop content d'être là. Je pense que ça va être un super épisode où on va parler, comme tu l'as bien dit, de la perte de sens. Comment est-ce qu'on passe d'un état où on est toujours à 200 à l'heure au quotidien à un moment de sa vie où on se retrouve plus forcément avec qui on est, ce qu'on fait de son quotidien, où on perd un peu cette flamme qui nous anime au quotidien justement. Donc ça va être chouette. Avant de commencer, je t'invite à mettre la cloche pour les nouvelles vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Si tu es dans ta voiture, que tu es dans ton lit et que tu n'as pas forcément envie de regarder les vidéos, on est aussi sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify et je te souhaite une bonne écoute. La question du jour, Hugo, c'est comment toi, aujourd'hui, une personne qui vivait quand même à 100 à l'heure, tu as fait Ironman, tu as une vie pro dans tous les sens, comment tu t'es retrouvé dans cette zone rouge? Quelle a été la perte de sens? Est-ce que tu peux nous globaliser un petit peu tout ça? Ouais, c'est ça. J'aime bien dire pour commencer, et si je devais résumer du coup l'épisode qui nous attend, c'est de se dire que quand on est gosse, pour beaucoup en tout cas, on a plein de rêves. Pour certains, on a envie d'être pompier, policier, pour d'autres, on va être vétérinaire, bref. Et quand on grandit à l'âge adulte, finalement, nos quotidiens sont bien différents de ce qu'on voulait faire plus jeune, de ce qui nous est vraiment vibré. Ça, c'est dû au fait que on a besoin de gagner notre vie, de payer nos factures. On a aussi la pression de la société, l'attente et le regard des proches, des parents parfois qui comptent beaucoup. Donc finalement, on ne prend pas toujours la direction qu'on a toujours voulu prendre. Donc on pousse des portes, on prend des opportunités, c'est ce qui s'est fait pour moi. Côté pro surtout, on va en parler. Et je dirais que ma zone rouge, pour résumer tout ça, elle s'est fait en 4 étapes, en 4 déclics. Ça a été le sport d'abord, ensuite le pro, puis le perso, et puis en dernière étape, un voyage à l'étranger qui a duré 7 mois pour ma part, que j'ai pu faire, et qui m'a permis du coup de me retrouver avec moi-même. On va en parler juste après. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots? Bien sûr, avec plaisir. Donc je m'appelle Hugo Bachmann. À l'heure où je vous parle, j'ai 25 ans et je suis de métier coach sportif, également diététicien nutritionniste du sport. Donc j'accompagne des athlètes de tout niveau dans leurs objectifs sportifs, en musculation et en course à pied principalement, pour progresser sans se blesser. Et à côté de ça, j'ai monté avec mon associé Lila, NutriPlus, dont on va parler juste après, qui est le Netflix de la nutrition. Donc j'ai ces 2 casquettes de coach en ligne parce que je travaille surtout à distance et également d'entrepreneur avec cette application et cette formation nutrition. Cas déclic, donc, tu nous parlais du perso, tu nous parlais du sport, du pro et après de ton voyage. On va reprendre tout ça dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous parler du premier déclic? Qu'est-ce que ça a été après ton Ironman en 2022, c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce vide pour que les gens comprennent comment on arrive de cet Ironman à une zone rouge? C'est ça. J'ai toujours fait beaucoup de sports. J'ai commencé par du football, du rugby, du tennis, des sports de combat. J'ai même testé l'équitation et le breakdance plus jeune pour te dire à quel point j'ai tout fait. Et l'idée, c'est de se dire que chaque année, comme toi, on se fixe des objectifs. On finit par faire un marathon après avoir testé la course à pied. Un premier triathlon tous les deux taille S où on se découvre sur un cross. Et c'était vraiment sympa d'ailleurs quand on y repense. Et on termine par ce fameux Ironman qui est le Graal de tout triathlète parce que c'est la distance suprême, c'est la distance maximale en compétition. On le prépare assez vite, on fait un Alpha Ironman qui n'est pas très préparé à Deauville au mois d'août.
au mois de septembre. Et 9 mois plus tard, au mois de mai, on est finisher du coup de cet Ironman-là. Et moi, c'est un premier vide qui s'installe dans ma vie, côté sport, parce que j'ai toujours eu l'habitude d'avoir plein de compètes, plein d'objectifs. Et finalement, j'ai fait plein de sports, dont de la musculation, dont de la force athlétique. Je fais une grosse transition endurance pour devenir un peu plus complet, un peu plus hybride, c'est un mot qui est à la mode en ce moment. Et du coup, je deviens donc finisher Ironman. Et après ça, c'est le vide. C'est le vide parce que j'enchaîne avec un gros projet pro qui me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc finalement, je mets un peu ma passion qui est le sport de côté pour me plonger dans le travail. Et finalement, c'est aussi ça la vie. Je l'ai compris plus tard que c'est une question d'harmonie, d'équilibre et pas de toujours être 100% sur tous les curseurs. Mais après l'Ironman, j'ai plus le goût du dépassement de soi, du plaisir, de ce qui m'anime au quotidien. Et quand tu fais une compétition aussi grosse, tu te retrouves perdu. Quand tu te lèves le matin, tu te dis, bah attends, pendant 6 mois, je me levais avec ça en tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Le trail m'intéressait pas. C'était vraiment la course à pied, le triathlon. Et après l'Ironman, c'était difficile de se fixer un autre objectif. Et même se dire que, ok, je repars sur un 10 km pour avoir quelque chose à manger, c'était compliqué pour moi parce que j'étais dans la logique de toujours faire plus, toujours faire plus dur. Et cette logique, si jamais on la casse pas à un moment donné, c'est elle qui nous casse. Tu dirais que tu t'es réfugié dans cet Ironman, dans le sport. Comment est-ce que tu étais avant? Parce que si tu t'es perdu, tu as l'impression d'être perdu dans cet objectif-là. Comment est-ce que tu étais avant? Tu étais épanoui avec ce que tu faisais? Pourquoi tu allais faire cet Ironman? Et pourquoi derrière, tu ne te retrouvais plus finalement? Comment est-ce que tu étais? Je pense que le sport, c'est un refuge pour beaucoup, et ça a été le cas pour moi du coup. Le triathlon, c'est un sport où on peut progresser énormément. Il y a 3 disciplines, donc on peut se plonger dans l'entraînement très facilement au quotidien. Donc ça a été mon refuge à moi, parce que côté pro, je m'épanouissais de moins en moins, et j'avais besoin du coup d'être stimulé au quotidien tout simplement. Donc c'était mon refuge, et comme je te l'ai dit, après que la compétition soit passée, en fait, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il a fallu 1 an pour que je me refixe un autre objectif, qui était tout simplement un 10 km, c'était le 10K Adidas Paris. Et pendant 1 an, du coup, je me suis laissé aller. C'est très traître pour le coup, parce qu'au début, ça dure quelques semaines, quelques mois, cette transition. Et en fait, si on ne se donne pas un coup de pied aux fesses soi-même, ça dure des mois, voire 1 an. Et il s'est passé 1 an pour que je me dise, ok, le sport, c'est vraiment ma passion, c'est vraiment ce qui me fait vibrer, j'en ai besoin au quotidien. Et 1 an sans dossard, sans compétition, à m'éteindre entre guillemets à petit feu, côté sport en tout cas. Alors, question bête qu'on pourrait se poser, pourquoi t'es pas reparti sur un autre Ironman? Pourquoi t'es pas reparti sur quelque chose de plus gros? Une question que plein de gens pourraient se poser. Si la préparation t'a épanoui, le résultat ne t'a pas épanoui, pourquoi ne pas être allé chercher un autre résultat, peut-être plus gros, à une distance plus grande? C'est quelque chose qu'on peut se demander. Parce que du coup, il y a un deuxième déclic qui s'est fait dans le même temps, côté pro, où pareil, j'ai connu une petite perte de sens où j'étais plus aligné avec l'activité que j'avais et je m'épanouissais plus au quotidien. Et ce qui a fait qu'en fait, malheureusement, c'est devenu un cercle vicieux plutôt qu'un cercle vertueux. C'est là où j'ai commencé à m'étendre de manière un petit peu plus générale, pas que dans le sport. Et qui dit manque de plaisir dit que forcément, moins on en fait, moins on a envie d'en faire, tu vois. Quand on va bien, on voit des potes, on sort. Là, c'était tout l'inverse. Petit à petit, en fait, j'ai commencé à m'éteindre. Et sur le côté pro, c'était suite à un lancement. Donc, on est le 2 janvier 2023. Après 1 an et demi de travail, dont 6 mois à fond les ballons, à faire des tournages 5 jours sur 7, parfois jusqu'à 3 heures du matin dans une salle de sport, je lance l'application NutriPlus avec mon associé Lila. Et du coup, ça, c'est le deuxième déclic, c'est le côté pro. L'application se lance, on n'a pas le succès qu'on voulait au lancement, et on se rend compte que ça va être beaucoup plus difficile de faire marcher le projet que ce qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, on ouvre Instagram, on a l'impression que tout le monde est entrepreneur, que tout le monde est millionnaire à 20 ans, mais l'entrepreneuriat, c'est dur, et surtout, ça prend du temps, surtout sur un premier projet. Alors, avant d'enchaîner sur le second déclic, qui est le côté pro, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui écoutent, qui sont dans un trou sportif, un vide sportif aussi? Et puis après, on parlera effectivement de ton deuxième déclic, qui a une relation directe, en fait, puisque tu allais t'es passé d'un refuge à un autre, tu es passé du sport, dans lequel tu pensais avoir trouvé la flamme, quelque chose qui vraiment t'animait, puis tu t'es rendu compte que pas vraiment. T'aimes le sport, t'es coach sportif d'ailleurs, c'est ta vie, mais peut-être pas ce qui te fait vibrer. Et puis après, du coup, tu t'es réfugié dans le pro. Mais quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui vit la même chose que toi, alors peut-être pas forcément avec un Ironman, avec autre chose, mais qui est allé chercher quelque chose, qui s'est préparé pendant longtemps, qui puis aujourd'hui en fait se retrouve nu face à l'avenir, quoi. C'est une très bonne question. Justement, je pense que ça permettrait, avec ce conseil-là, d'éviter de trouver cette perte de sens dans le sport. C'est tout simplement d'avoir un objectif, peu importe la taille de cet objectif, il faut en avoir un. On peut avoir des périodes de transition, notamment entre des compètes où on a beaucoup donné, 1 semaine, 2 semaines, allez, 1 mois si c'est un ultra trail, mais il faut toujours avoir un fil conducteur, un sens dans lequel avancer. Et moi, je le vois avec mes athlètes en suivi, quand il y a un dossard à la clé,
on est beaucoup plus motivé, c'est normal. Il y a une échéance, il y a une date, et on s'entraîne pas juste pour le bien-être, pour la santé. En fait, je pense qu'on a besoin d'être stimulé un peu plus que ça, et c'est normal. Et c'est toujours quand on a une date qu'on va beaucoup plus sortir de notre zone de confort. Parce qu'on peut pas procrastiner quand il y a une échéance qui nous attend. Si on saute cet entraînement, on sera moins bien le jour J. Donc c'est toujours bien d'avoir un objectif et de se faire accompagner. C'est un vrai métier, le sport. C'est pas parce qu'on fait tous du sport qu'on peut facilement programmer pour nous-mêmes. C'est pas parce qu'on mange tous qu'on peut tous Nous-mêmes, être on est suivis nutritionnistes. d'ailleurs quand on fait une compétition. C'est ça. Donc le conseil, ce serait d'avoir un objectif et d'être accompagné pour ça. Moi aujourd'hui, je le vois et c'est ce qu'on se disait la dernière fois, les gens qui nous payent littéralement pour du coaching en ligne notamment, c'est pour pas avoir cette charge mentale de toujours penser à qu'est-ce que je vais faire à l'entraînement cette semaine, comment est-ce que je vais gérer ma nutrition, ma récupération. Et finalement, non seulement il y a moins de charge mentale, mais il y a aussi beaucoup plus de résultats parce qu'on laisse à l'athlète ce qu'il sait faire de mieux, s'entraîner, prendre du plaisir, performer. Deuxième déclic, le pro. Donc après être passé par l'Ironman, un peu le vide, tu te laisses un petit peu aller, tu retrouves des petites compétitions, tu arrives à subvenir à tes besoins, à ta soif d'avancer par des petites compétitions, et du coup tu te réfugies dans le pro. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est NutriPlus, les 3-4 grandes étapes qui ont fait NutriPlus, et nous expliquer aussi finalement, c'est le vide aussi, et que tu te retrouves pas là-dedans. On en parlera après avec le parachutisme, hein, la petite anecdote sur le fait que en fait, tu te reconnais plus là-dedans. Comment ça a commencé et comment ça a terminé? Enfin, ça s'est étouffé finalement. Ouais, tu l'as bien dit tout à l'heure, en fait, je suis passé d'un refuge à un autre. D'abord, c'était le sport, et ensuite, ça a été le travail. Non pas parce que j'aimais pas le travail et que je suis pas passionné et que être coach sportif, ça m'épanouissait pas, mais parce que c'était le cadre qui me l'imposait, que ça soit avec mon application NutriPlus ou avec le coaching en ligne, tout était digital. Et je m'en suis très vite rendu compte, moi j'avais besoin de contact humain, j'avais besoin de voir des gens, d'être proche des personnes que j'accompagnais notamment. C'est pour ça que j'ai recommencé à faire du coaching en physique dernièrement. Et ce cadre 100% digital, en fait, il m'a étouffé. Être toute la journée, toute la semaine devant un ordinateur, surtout à Paris, il y a très peu de soleil, l'hiver est long, il pleut, il fait moche souvent. C'était un cadre qui m'a éteint petit à petit. Et du coup, quand bien même l'activité me plaisait, en fait, c'était ce qu'il y avait autour, c'était le quotidien en lui-même qui ne me plaisait plus. Pour résumer, NutriPlus, en tout cas la première version telle qu'on l'a lancée en ce 2 janvier 2023, eh bien, c'était une application qui proposait des masterclass en nutrition pour permettre à chacun d'atteindre ses objectifs en toute autonomie, avec des vidéos, avec des masterclass entre 5 et 10 épisodes d'environ 10 minutes, et qui permet à chacun de s'éduquer sur le sport, le bien-être, la santé. Il y a une quinzaine de sujets. Moi-même, par exemple, j'ai animé une masterclass sur la nutrition du sport. Mais pour faire marcher une application de masterclass, justement, il faut un budget publicité XXL pour toucher justement beaucoup de monde, chose qu'on n'a pas pu trouver par la suite. Et c'était un des premiers obstacles que j'ai rencontrés. Ça a duré combien de temps tout ça, du début jusqu'à aujourd'hui, parce que tu es encore dedans, même si ça s'essouffle, comme on disait. C'est qu'on parle de combien de temps? Des mois, des années? Je dirais que ça a duré 1 an et demi jusqu'à ce que j'ai mon voyage à l'étranger dont on va parler juste après, où pendant ces 1 an et demi, en fait, on se teste énormément. D'abord, on lance cette première version qui est des masterclass. On se rend compte que finalement, ça répond pas aux besoins des gens, qu'ils ont beaucoup plus besoin d'accompagnement pour avoir de l'impact dans leur quotidien que juste de regarder des vidéos, et que ça plaisait beaucoup plus en fait aux étudiants en nutrition ainsi qu'aux professionnels qui devaient se former et être bons sur tous les sujets. Toi, tu ouvres NutriPlus, tu as besoin que du sport quasiment, si on résume, si on schématise. Alors qu'un professionnel, un étudiant en nutrition, lui, il a besoin d'être bon partout. Parce que le jour où quelqu'un vient le voir, il a besoin d'être compétent à peu près sur tous les sujets. Et donc après, on se cherche. On se dit, OK, on va commencer à bosser avec les salles de sport. Donc on devient partenaire notamment de Magic Form, qui est une grosse franchise aujourd'hui de salles de sport. On bosse avec d'autres clubs, etc. Et on se rend compte que c'est toujours difficile de se développer parce que en fait, on ne marche pas par notre propre business, on marche par le business de quelqu'un d'autre. Donc il faut communiquer à leur place, etc. C'est compliqué. On fait la même chose avec des influenceurs où on vend des programmes nutrition qui étaient ultra quali à leur place avec leur image. C'est une collaboration, c'est des choses qu'on fait ensemble. Mais c'est pareil, c'est compliqué de travailler avec leur communauté et qu'en fait, si ton propre business ne marche pas tout seul, ces partenariats un peu bonus, tu peux pas compter dessus à 100%. Et finalement, on se rend compte qu'avec NutriPlus, avec ces premières versions-là, c'était compliqué d'en vivre financièrement parce qu'on fait les choses par plaisir, mais on fait aussi pour gagner de l'argent, pour en vivre, c'est le but. Et avec ces versions-là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné, donc il a fallu rebondir. Et c'est vrai que le vide sportif, suivi de cette premier échec professionnel, qui était le premier pour moi, parce que le coaching en ligne, ça a toujours plutôt bien marché pour moi, ça a laissé des traces. Ça a laissé des traces, et d'un seul coup, quand t'as pas les résultats que tu veux et que ça dure, tu traînes la patte le matin, t'as plus trop envie de te lever,
tu m'es arrivé à 8h, mais tu sors, il est 9h30, et tu te dis encore une journée sur l'ordinateur sans avoir les résultats que je veux. En gros, c'est ça. À quel moment, parce que c'est dans le business, hein, tu montes une affaire, avec ton père d'ailleurs, avec ta copine, et puis une équipe, il y avait des équipes derrière, c'est quand même un gros budget, une grosse opération que vous faites. À quel moment tu te dis, je pousse, et là, il faut peut-être que j'arrête ou change de direction, parce que ça fait rebondi. Et là, aujourd'hui, toi, tu prends une toute autre direction, dont on parlera peut-être après. À quel moment tu te dis stop? On arrête, on limite les dégâts, ça y est, on a fait le tour, il n'y a plus rien à exploiter. Parce qu'il y en a beaucoup, des entrepreneurs aujourd'hui, on est dans un monde où tout va très vite, hein, les gens veulent se débrouiller par eux-mêmes. Un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la fin du salariat, ce sera l'objet d'un autre épisode. À quel moment on doit se dire, on développe une idée, mais là on arrête parce que ça y est, on a fait trop de dégâts, on a trop dépensé en temps et en énergie, en argent. Ça s'arrête quand ça? C'est ça qui m'a fait le plus mal, c'était de me dire que j'étais pas tout seul dans le projet. C'était de dire que je l'ai fait avec Lila, ma copine, qui est mon associée, avec mon père et son agence de communication qui nous a soutenus sur le projet et qui nous a accompagnés. On a fait ça ensemble, que ça soit financièrement, temporellement, mais aussi avec leur énergie, avec les équipes qu'on a eues. On a eu des avocats, des attachés de presse, parce qu'on a aussi fait un peu de médias. Ça, c'était une belle découverte, une belle expérience. En fait, c'était beaucoup de pression, familiale, sociale aussi, par mon environnement, et financier. Et c'est quelque chose qui m'a pas mal enterré. Ouais. Je pense que c'est ça qui a vraiment qui a un peu creusé ma tombe sur le moment même. C'était de me dire, en fait, même si on arrête parce que ça n'a pas marché, il y a eu tout ça de dépenses, il faut bien que ça redécolle à un moment ou à un autre. Et c'est là où, en fait, je suis rentré dans un mauvais schéma qui était de me dire, bah, je continue pas les choses par plaisir, pas parce que ce que je fais, ça a de l'impact, ça a du sens, ça va aider d'autres personnes, mais parce qu'il y a un gros enjeu financier à rembourser. Et c'est pas le bon mindset. Quand tu fais les choses pour l'argent, ça marche pas. Quand tu fais parce que ça a du sens, parce que tu es passionné, parce que tu sais que ça va aider autour de toi, c'est comme ça que ça marche. Et c'est cette logique qu'on a abordée par la suite et qui a fait que NutriPlus a eu un second souffle justement. Tu as quand même eu un déclic. Un jour, on passait notre pack ensemble, notre préparation à la chute dont tu vas nous parler, de parachutisme. Et puis, on a passé 5 jours à faire du parachutisme, notre préparation à la chute. Et tu es rentré le lundi, il était 9h du mat, tu me dis: «Ah putain, je suis en visio, là, alors que pendant 5 jours, tu es dans les airs en train de m'envoyer d'un avion. Qu'est-ce que je fous là?» Est-ce que ce déclic personnel, parce que tu t'es rendu compte des choses, que peut-être le digital, ça y est, tu avais fait le tour, est-ce que ça t'a poussé dans le pro à te dire, bah, peut-être que je vais accélérer la fin? Parce que tu aurais peut-être pu creuser si tu t'es pas rendu compte avec cette PAC, cette préparation à la chute, qu'en fait, c'est pas forcément ce que tu aimais. Est-ce que ça a été un déclic, ça, dans le fait de dire, ok, bon, bah, le pro, le digital, je calme un petit peu le jeu, je vais voir où ça me mène, mais moi, ce que je veux, c'est vraiment ça, c'est la PAC. En fait, c'est ça le plus gros déclic pour moi. C'est ce sport qui est devenu ma passion parce qu'il coche pour moi toutes les cases. C'est de l'adrénaline, du dépassement de On soi. parle du parachutisme. On parle du parachutisme. C'est l'adrénaline, du dépassement de soi et du partage. Et pour moi, c'est ce qui fait que ce sport est aussi beau. Quand je rentre de ces 5 jours de Pâques, de progression, de chute accompagnée avec toi, où pendant 5 jours, j'ai pas été sur l'ordinateur, j'ai été avec des monos passionnés, j'ai été qu'avec des gens avec du contact humain de 8h à 20h au tarmac, je me suis dit en rentrant chez moi, ok, là je comprends que bah, c'est pas juste une petite période de déprime qui dure parce que c'est une période de vie, non. C'est vraiment parce qu'en fait, toute ma vie, je me suis dit que je ne travaillerais pas dans un bureau sur un ordinateur, et finalement, depuis 3 ans, c'est le cas. Donc je comprends qu'en fait, mon épanouissement qui n'est plus là, qui n'a pas lieu, bah, il est dû à ça. Et c'est ce qui fait qu'on prend la décision, du coup, avec Lila, de partir 7 mois à l'étranger, faire notre première expérience longue durée à l'étranger, pour lancer la toute dernière version finale, du coup, de NutriPlus, qui est un accompagnement à destination des professionnels, où on se dit, ok, bah, le digital, nous, c'est plus là où on se voit évoluer forcément, ou en tout cas à 100%. Donc on va faire ce que NutriPlus mérite, là où il y a tout le potentiel dans le projet. En fait, c'était sous nos yeux depuis le départ. Quand on a lancé les masterclass, c'était les étudiants et les pros qui étaient tournés vers le projet. Bah, aujourd'hui, c'est eux qu'on va accompagner. Parce que nous, avec Lila, finalement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On se développe en ligne pour faire de l'accompagnement à distance. Et on s'est rendu compte que sur notre classe de 30 personnes, on n'était que 3 à vivre du métier aujourd'hui. Et encore moins en ligne. Donc on va aider les gens comme nous à se professionnaliser et à vivre de leur métier à distance, parce qu'on s'est beaucoup formé avec NutriPlus, avec les équipes. On va les former sur la communication, la vente, le marketing, toutes ces notions qu'ils n'ont pas appris à l'école parce qu'ils n'ont appris que la nutrition. Donc on part du coup à l'étranger pour lancer cette formation-là, et on fait 6 fois plus de chiffre d'affaires en 6 mois qu'on a fait en 2 ans avec les vidéos, et on aide des gens à gagner leur vie grâce à leurs compétences. Donc ça, c'était exceptionnel. Mais il a fallu que je fasse 7 packs en parachute pour avoir le déclic de me dire, ok,
c'est plus ça que je veux faire dans ma vie actuellement. Et pour me dire, bon bah voilà, Nutri Plus, on va quand même le pousser. Parce que même si jamais à l'heure actuelle, c'est plus le digital qui nous épanouit, il y a quelque chose à faire, il y a des personnes à aider. Et c'est ce qu'on a fait, donc ça, on en est très fiers. Mais oui, tu l'as dit, ça a été une sacrée claque de rentrer chez soi et de se dire, pendant 5 jours, j'étais dans les airs. Même s'il faut séparer le côté plaisir personnel du travail, c'est deux choses différentes. Pas parce qu'on s'éclate dans les airs qu'il faut arrêter de travailler, mais il y a quand même un juste milieu à trouver, t'as raison. Puis Nutri Plus, en fait, tu dis que tu l'as poussé, vous continuez à le pousser d'ailleurs, mais tu es beaucoup plus léger maintenant, puisqu'en fait, tu as trouvé ce qui te convenait. Tu pars pour un projet qui a plus rien à voir d'ailleurs. Euh, Est-ce que justement, le fait d'avoir ce projet-là, de t'être rendu compte que le digital, c'était plus ton truc, tu t'es dit, bah ça c'est ma zone rouge en fait. C'est à ce moment-là que tu te dis, alors tu vois, quand on dit une zone rouge invisible qui se palpe pas en fait, c'est peut-être ça, c'est que tu t'es rendu compte que ce parachutisme, c'était une nouvelle vocation pour toi, et que là tu te dis, ah ok, ma zone rouge en fait elle est là depuis 3 ans, je m'en suis pas rendu compte. Et là, tu arrives à avancer, bah, tu es beaucoup plus serein d'ailleurs, en tant qu'ami, bah, tu es beaucoup mieux hein, depuis un an. Tu prends la vie avec beaucoup plus de légèreté. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui a l'impression de mal vivre les choses, mais sans vraiment s'en rendre compte, quelqu'un qui est dans sa routine, qui ne trouve pas forcément de sens, mais qui, bien sans être bien, et puis voilà, qui prend pas forcément les opportunités, parce que c'est une question d'opportunité. Toi, tu as su dire, ok, je fais la PAC, tu y allais sans aucune intention, C'est ça. comme moi d'ailleurs. Et t'es arrivé là-bas, tu te dis, ah ouais, ça va être ma passion, je vais en faire peut-être mon métier, je vais en faire quelque chose qui va animer ma vie. Mais comment on se rend compte de ça? Comment tu te rends compte que c'est ça? Parce que quelqu'un qui a accroché à un gros projet, il y en a plein, hein, des entrepreneurs, des gens avec des gros métiers, etc., qui disent, mais non, ça marche pas comme ça. Il est marrant, lui, j'ai quitté mon taf pour aller chercher quelque chose que j'ai bien aimé un week-end. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces personnes-là? La première question à se poser, c'est quel est le plus gros sacrifice que je fais? Est-ce que c'est de fermer le projet que je fais actuellement, mais pour se tourner vers quelque chose qui va vraiment m'épanouir, sachant qu'aujourd'hui j'ai 25 ans, la vie elle est encore longue, j'ai encore beaucoup à construire, ou est-ce que c'est de, entre guillemets, m'enfermer dans un projet parce qu'il y a des raisons qui sont légitimes, mais mon épanouissement perso, je le mets de côté, et je l'ai bien compris aujourd'hui, si dans ma vie personnelle je suis pas épanoui, ça va être compliqué d'être épanoui dans le pro, dans le sport, dans les relations, etc. C'est cette harmonie en fait qui est importante. Et pour répondre à ta question tout à l'heure, parce que je n'ai pas vraiment répondu maintenant que j'y pense, à quel moment on se dit ok, je tourne la page sur un projet, bah, c'est quand il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Et c'était le cas pour moi. C'est-à-dire que pour moi, on continue un projet quand on se dit dans 5 ans, je ferai encore ça. Je suis passionné par ça, même s'il ne faut pas se payer, même s'il faut serrer les dents, même s'il ne faut pas se payer des restos et des cinémas pour investir dans mon activité, j'y crois donc je vais le faire. Et moi, c'était plus le cas. Dans 5 ans, je me voulais faire complètement autre chose, quelque chose de physique, quelque chose avec du sport. Et c'était du coup différent de ce que j'ai connu ces dernières années. Je ne crache pas dans la soupe, bien au contraire. Toutes ces expériences-là, elles m'ont énormément forgé. D'ailleurs, je fais toujours mon activité à distance de coaching où j'accompagne encore mes athlètes de tout niveau, notamment sur des compétitions. Et c'est juste le format digital en fait qui me panouille un petit peu moins. Mais l'avantage, par contre, parce qu'il y a toujours des avantages, c'est que ça me permet de toucher des gens un peu partout. J'accompagne des gens de partout en France, mais également dans le monde. J'ai des personnes à Dubaï, des personnes à l'étranger que j'accompagne. Et ça, c'est possible que grâce au distanciel. Donc le coaching en ligne, même si le distanciel n'est pas la forme qui me plaît le plus, bah, ça a beaucoup d'impact, ça me plaît moi et ça aide d'autres personnes. Et ça me permet aussi de gagner ma vie. Et Nutri Plus, ça a été une expérience de vie extraordinaire. En 2 ans, j'ai pris 10 ans dans la gueule. Si je devais tout recommencer aujourd'hui, je saurais comment faire. On a appris de nos erreurs. Et je pense que ça a été ça la plus belle des leçons, c'est que c'est pas un échec, parce qu'on a su rebondir. Aujourd'hui, on accompagne encore des diètes dans leur activité avec la formation. Et surtout, l'expérience de vie était extraordinaire. On a rencontré des gens formidables. On a appris la vidéo, le cadrage, le montage. On a appris la vente, la communication, le marketing. Toutes ces choses-là, elles me serviront pour toujours. Donc voilà, je remercie encore du coup Dila qui m'a bien supporté, mon père qui m'a accompagné avec ce projet, qui nous a accompagnés, même si c'est pas facile de travailler en famille, c'était quand même des moments incroyables quand on y pense. Et moi personnellement, j'ai pris beaucoup de responsabilités, j'ai pris beaucoup les choses à cœur, donc ça m'a un peu enterré. Mais quand on y pense, finalement, c'est pour mieux rebondir. Je pense que rien n'arrive par hasard dans la vie. Il y a du bon dans tout. Il y a du bon dans tout. Et pour savoir exactement ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas, faut expérimenter. La PAC, on y allait sans aucune intention. Et c'est souvent quand il n'y a pas d'attente qu'on est le plus heureux. C'est quand on n'attend rien et qu'on découvre quelque chose d'extraordinaire qu'on se dit waouh, c'est magique en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec le para. Donc moi, ça a été ce troisième déclic personnel, la découverte du parachutisme, qui m'a emmené du coup sur un changement professionnel dont on parlera probablement par la suite.
Et c'est quelque chose qui m'a permis d'enlever un poids de mes épaules et de me dire: «OK, maintenant je vais me réaligner avec qui je suis vraiment, avec cette personne qui est optimiste, qui est à 200 à l'heure, qui est toujours en train de trouver des solutions et plus cette personne qui s'est laissée aller pendant 2 ans, qui avait du mal à se lever du lit, qui était grise, qui rigolait plus, qui s'isolait, qui avait plus envie de voir ses potes, plus trop faire de sport». Tu te retrouves, tu te reconnais? Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est important d'expérimenter parce que si on sait pas forcément ce qui nous plaît, au moins on sait ce qui nous plaît pas. Et moi, j'ai compris avec le contact humain et ce sport incroyable qu'est le para, de me dire: «OK, bah, le digital m'a beaucoup aidé. J'ai fait une partie de un bout de chemin de ma vie avec, mais aujourd'hui, j'aspire à d'autres choses». Et je pense que c'est pas un échec de faire des choses différentes si elles sont pas prévues. Un bon plan, c'est un plan qui change toutes les 5 minutes, Qui s'adapte. Exactement. qui s'adapte. Mais si on est un peu rigide comme j'ai pu être malheureusement, on s'enferme et c'est comme ça qu'on devient malheureux. Voilà, et la limite, elle est là, hein. Les gens qui nous écoutent doivent se dire: «Ouais, mais à quel moment, je dois passer de l'autre côté? À quel moment je dois me dire: "Ça y est, il faut passer de l'autre côté"?» Effectivement, comme tu le disais, c'est quand il y a plus quand on n'y croit plus, tout simplement. Parce qu'il peut y avoir tous les inconvénients du monde. Ah, on se paye pas, ça marche pas, on n'aime pas. Mais tant qu'on y croit, on croit en le projet dur comme fer, on peut faire durer ça des années et des années, en fait. Et puis un jour, ça finira par fleurir. Je pense que c'est le cas. On va revenir sur un point, le voyage. On est dans une période, bah, à notre âge, dans la vingtaine, dans la trentaine, où les gens partent beaucoup en voyage. On entend beaucoup l'Australie, les States, etc. Toi, ça a été Bali pour toi pendant 7 mois. Qu'est-ce que tu as fui? Est-ce que tu as fui quelque chose? Pourquoi tu es parti? Est-ce que ça t'a fait du bien? Pourquoi les gens partent, selon toi? Qu'est-ce que ça amène dans la vie pro, dans le perso? Déjà, de manière générale, j'ai toujours eu ce rêve de partir vivre à l'étranger une année. Finalement, ça a duré 7 mois, mais c'était pas plus mal. Lila aussi avait ce rêve-là. Et nous, avec la chance de pouvoir travailler à distance, parce que j'ai beaucoup jeté la pierre sur le digital, mais ça nous a permis finalement de pouvoir travailler à distance. On s'est dit, bah, plutôt que de subir l'hiver parisien qui a été terrible l'année passée, on va télétravailler au soleil. Et ce projet de formation d'accompagnement pour les nutritionnistes et les diététiciens, on va le créer, le lancer et le faire à distance. Donc on part pour 7 mois. Au début, c'était 4. Mais on s'est tellement épanoui qu'en fait, on a décidé de prolonger. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup quand on part en Indonésie. Parce que tu parles de Bali, mais on a fait vraiment Bali pendant 3 4 mois. Après, on a beaucoup bougé. On a fait Lombok, on a fait la Thaïlande, etc. Donc l'idée, c'était de partir créer ce projet à l'étranger, au soleil, dans de bonnes conditions. Et ça s'est bien fait. Franchement, on est fiers de nous parce que quand on en parle, lancer une formation, ça peut être facile dit comme ça, mais quand on fait des scripts, des créations de modules, de tournage, de montage, quand on se met sur des plateformes, etc., c'est un vrai travail finalement et c'est quelque chose qu'on a dû apprendre sur le tas. Donc on le fait. On signe aujourd'hui une vingtaine de nutritionnistes et diététiciens, donc on a un vrai impact, on est content. Et on profite de télétravailler pour, en plus, à côté, voyager, se découvrir. Et j'ai lu une phrase qui m'a fait sourire la dernière fois, c'est parfois il faut sortir de l'environnement où on n'est plus épanoui pour se redécouvrir. C'est plus cette phrase, mais le message est le même. Pour se dire, ok, je sors de mon environnement, je m'en extrais et je découvre vraiment qui je suis quand je suis loin de mes proches, loin de tout ce que j'ai connu, de la ville dans laquelle j'ai grandi, pour me dire, ok, aujourd'hui je suis cet homme-là et c'est ça que je veux faire dans ma vie. Selon toi, c'est nécessaire? Alors pour toi, ça a été nécessaire. Est-ce que selon toi, c'est nécessaire pour tout le monde? Les personnes qui se sentent pas alignées à ce qu'elles font, est-ce que c'est nécessaire de partir à l'autre bout du monde tant de temps? C'est pas nécessaire de partir 7 mois, mais je pense que c'est important de se retrouver face à soi-même. On est dans une société où on est très stimulé, très occupé. Netflix, la télé, le portable, les réseaux sociaux. En fait, on n'est jamais vraiment face à nous-mêmes. Toi, tu es bien placé pour le savoir. Tu fais des marathons à Fitness Park devant un mur blanc, sans musique, pour te retrouver justement face à toi-même. Donc ces moments-là au quotidien, tu les as. Mais beaucoup, on ne les a pas. Quand on a l'habitude d'être tout le temps stimulé, c'est dur d'avoir ces moments-là. Donc partir loin si possible, oui, parce que c'est de l'inconfort, c'est de l'inconnu, et on va se retrouver face à nous-mêmes pour de vrai cette fois-ci, et c'est important. Et même si on part 2 semaines sans portable, on l'a par sécurité, mais on prend une tente. On peut même partir en France, aller dans les Vosges, se mettre à la montagne. Quelque chose en fait qui va nous extraire de notre environnement, de ce qu'on a toujours connu, pour qu'on puisse se poser les bonnes questions, à savoir est-ce que je suis aligné avec qui je suis aujourd'hui, la personne que j'ai envie de devenir, et avec le quotidien que j'ai envie d'avoir pour la suite. Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer? Et la définition du bonheur, moi je l'ai trouvé comme ça, c'était de me dire ok, je suis heureux quand bah, je suis excité de vivre la journée qui m'attend quand je me lève, peu importe l'heure à laquelle je me lève, et quand je me couche le soir, je suis excité de vivre ma journée du lendemain. Pour moi, c'est ça le bonheur, c'est indépendamment de ma santé, de mes proches, de mes relations, de mon argent, c'est de mon quotidien, c'est qu'est-ce que je fais de ma journée. Alors on pourrait se dire, bah, il est gentil lui. Il a tout quitté comme ça, du jour au lendemain. Bah, il avait pas de loyer, il était chez ses parents. Il est parti avec sa copine, il a mis un peu d'argent de côté, il part comme ça. Il y a des gens qui vont te dire, ouais, mais
celui qui gagne le SMIC, qui a 3 enfants à charge, et cetera, qui a une vie de merde, et cetera. Est-ce que c'est possible pour lui de changer aussi? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui pourraient te jeter la pierre dessus en disant: «Bah, c'est facile»? Est-ce que ça a été facile pour toi? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit: «C'est facile et moi je peux pas le faire»? Tu as totalement raison sur le fait que ça a été bien plus facile pour quelqu'un comme moi qui, à l'époque, vit chez ses parents, qui part avec de l'argent de côté, qui a un projet où il peut être fait à l'étranger, au soleil, en télétravail. Évidemment que c'est beaucoup plus facile, mais je pense que, outre la forme, c'est le fond qui compte. C'est le fait de prendre sa responsabilité, de dire: OK, j'ai un quotidien qui me convient pas, il faut que je le change. Et aujourd'hui, moi, quand j'ai fait un DUS pour devenir coach sportif, quand j'avais mes 17 ans, c'était en 2017, j'ai vu des jeunes papas jongler entre deux tafs pour changer de métier parce qu'ils étaient passionnés par le sport. Et petit à petit, ils étaient en train de quitter leur travail pour se professionnaliser vers autre chose. En fait, il n'y a pas de bon moment. Et si on se dit: ah bah là, c'est trop tard, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai un crédit à payer, dans ce cas-là, autant arrêter de vivre parce qu'on se laisse mourir petit à petit. Et c'est pas ce que je souhaite à ces personnes-là. Donc, peu importe la condition qu'on a actuellement par rapport à la famille, à nos responsabilités, je pense que s'il y a quelque chose qui nous épanouit, il faut le faire, même s'il y a des mesures à prendre. Moi, j'ai eu ce luxe de pouvoir, entre guillemets, tout quitter et de partir comme ça 7 mois, mais il faut le faire à sa manière. Et quoi qu'il arrive, il faut expérimenter. On peut être papa, tiens, regarde, pendant le stage parent, on a rencontré Denis, qui vient d'être papa, qui est routier, qui a 40 ans, et pourtant, ce mec-là, bah, il s'est dit à cet âge-là, je vais devenir parachutiste. En fait, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, et ce qui compte, c'est de faire. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu dirais au Hugo de 2022, à la période de l'Ironman, si tu pouvais t'adresser à lui? Est-ce que tu aurais un message à lui faire passer? Parce que ça fait quand même du temps, mine de rien, ça va faire 4 ans bientôt. 4 ans avec ta zone rouge à toi, du pro, du perso, tout s'est emmêlé. On a quand même beaucoup changé. Alors ça, c'est surtout toi qu'on interroge aujourd'hui, parce qu'on change tous, mais on a une période en plus 20-25 ans où on change du tout au tout. Qu'est-ce que tu dirais au Hugo d'avant, si tu avais un conseil à lui donner? C'est vrai que pour le coup, on a eu des zones rouges différentes. Toi, ça a été par événement. Moi, ça a été par succession d'événements, entre guillemets. Ce que je dirais à Hugo plus jeune, c'est d'oser et de prendre des risques, de pas avoir peur, que ce soit par la pression sociale de faire quelque chose de complètement différent des autres métiers de la société, quelque chose où bah, on va pas forcément gagner non plus énormément d'argent comme c'est très valorisé aujourd'hui. J'ai l'impression que quand on ouvre Instagram, parce que du coup je suis beaucoup sur les réseaux, avec la création de contenu, que tout le monde aspire à la même chose. On veut tous être entrepreneurs, on veut tous être riches, on veut tous habiter à Dubaï. Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça les choses. Et ce qui compte, c'est que chacun ait son propre épanouissement. Chacun a un bonheur différent, a un niveau de bonheur différent, et c'est ce à quoi il faut tendre. Donc je dirais à Hugo de foncer et de s'accrocher à ce qu'il a toujours voulu faire. Parce qu'à la base, c'est ça, c'est que je deviens coach sportif et nutritionniste pour être calé en sport, pour avoir des bases dans ce métier-là et pour pouvoir en faire quelque chose plus tard. Et finalement, j'ai pris la voie naturelle de l'entrepreneuriat qui m'a énormément appris et qui me servira par la suite. Je me suis encore plus rapproché de ma famille, de toi avec qui on a avancé, on a travaillé ensemble, on a fait le para. Le digital m'a permis de faire des choses exceptionnelles, mais j'aurais pu aussi prendre d'autres chemins plus tôt, ce que j'ai toujours voulu faire. Donc, ose, prends des risques, n'aie pas peur d'échouer parce que si tu échoues, c'est pour mieux rebondir. Et moi, j'ai eu peur de l'échec pendant longtemps, de me dire j'ai toujours tout réussi du premier coup, tous les diplômes, les examens, le permis bateau, le para. En fait, c'est pas grave de se planter parce que si tu te plantes, bah, cette erreur-là, tu la feras pas 2 fois plus tard. Magnifique, je te remercie Hugo. C'est pas facile de se livrer comme ça parce qu'on entend beaucoup de success stories comme tu disais, on voit que ça, hein, réussir, réussir, réussir. On voit très peu les échecs, hein. Pourtant tu regardes un Steve Jobs qui te dira qu'avant d'ouvrir Apple, il a eu 100 échecs, il a voulu ouvrir 100 boîtes, ça a pas marché. Et puis là, bah, tu as réussi à te livrer, c'est pas simple et je pense que tu seras entendu et les gens vont pouvoir se reconnaître à travers ton histoire. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit mot de fin? Moi, le mot de fin, ça serait de dire que on est là où on doit se trouver, mais le seul piège, c'est que si on n'expérimente pas, si on fait pas les choses, on va rester à cette place-là. Pour moi, l'échec, c'est de savoir qu'on n'est pas à la bonne place et de pas prendre la responsabilité d'en sortir. Donc, il faut vraiment se donner les moyens d'évoluer, même quand c'est difficile. Ne pas avoir d'ego pour se dire, OK, cette situation me convient alors qu'elle me convient pas. Savoir sortir de l'ignorance, mettre son ego de côté et prendre ses responsabilités pour se dire, en fait, il y a que moi qui va changer ma vie, je suis le seul responsable de ma vie à 100%. C'est pas l'État, c'est pas Macron qui va me permettre d'avoir une vie différente. Non, c'est moi et moi seul. Et personne pourra me sauver en fait. Je suis le seul dans ce trou et je serai le seul à ce sommet, tu vois. On se fait pas seul, mais par contre, on est 100% responsable de nos situations. Donc ouais, il faut prendre le taureau par les cornes et se dire, bah, quand quelque chose ne me convient pas, soit je l'accepte, soit je le change, ou soit je le fais mais autrement.
Et moi, j'ai décidé de tout changer, mais c'est pour la bonne cause. Merci Hugo. Donc merci en tout cas à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore là. Mettez-nous des avis, mettez des pouces bleus sur la chaîne de Mathis et on attend de voir vos retours pour peut-être des suggestions de sujets, Ouais. d'autres invités, des personnes qu'on aimerait entendre avec des zones rouges différentes. Mais comme tu l'as dit, c'est un exercice qui était difficile. C'est la première fois que je prends le micro pour dire, parce que tu as eu la chance de m'inviter ici, ok, bah ce projet-là, il n'a pas marché comme je le voulais. Parce que pour se vendre, pour le personal branding, il faut toujours dire qu'on cartonne, qu'on Ça fonctionne, qu'on marche, marche. exactement, pour vendre. Hein. Mais là, aujourd'hui, on s'est mis à nu, c'était pas facile, mais c'était un bon exercice. Et je pense que surtout, ça va aider beaucoup à se déculpabiliser de cette pression sociale de toujours être bon tout le temps, partout. En fait, non, c'est pas possible. Il y a des moments donnés où ça va moins bien marcher, mais là, c'est notre responsabilité de se dire, ok, je change les choses. Si vous vous trouvez dans une période qui est difficile, dans laquelle vous ne trouvez pas forcément de sens, sachez que c'est pas une fin en soi. Hein. On peut toujours rebondir, la vie elle est très longue, il y a toujours de quoi avancer. Voilà, je vous remercie, je vous le rappelle, si vous nous écoutez dans la voiture avant de dormir, on est en podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao tout le monde.